J'appelle en premier le docteur Abdelkrim Rahmouni pour nous parler des extrasystoliques ventriculaires. S'il y a la parole, c'est Rahmouni. Tu peux commencer. Parfait. Merci, Monsieur le Président de l'Association des cardiologues de Marrakech. Merci, messieurs les modérateurs, professeur Khatouri, professeur Chaïb. Je remercie également les laboratoires Boehringer d'avoir soutenu ce webinaire de l'Association des cardiologues de Marrakech. Le sujet que je vais traiter s'intitule « La conduite à tenir devant une extrasystolie ventriculaire ». En guise d'introduction, on va dire que les extrasystoles représentent une situation assez fréquente en pratique clinique cardiologique avec des circonstances de découverte qui sont très variables, allant de la découverte fortuite jusqu'au bilan de mort subite. Le pronostic est différent en fonction d'existence ou non d'une cardiopathie sous-jacente, mais chez tous les patients, qu'ils soient symptomatiques ou non, il faut savoir les classer en extrasystoles bénignes survenant sur un cœur sain et des extrasystoles rentrant dans le cadre d'une cardiopathie structurelle. Il faut savoir également stratifier le risque rythmique lié à ces extrasystoles pour pouvoir discuter la nécessité d'un traitement spécifique. Un petit mot sur l'épidémiologie. Les extrasystoles sont présentes sur 2 à 3% d'électrocardiogrammes de consultation et ce pourcentage passe à 50% sur des Holters de 24 heures. L'avènement des Holters nous a appris beaucoup de choses à propos des extrasystoles. On en retrouve au moins une extrasystole par jour. C'est 40% des patients indemnes de cardiopathie. Ce pourcentage passe à... et on trouve chez 4% des patients des extrasystoles fréquentes, au moins une par minute. Les ESV augmentent avec l'âge indépendamment d'existence d'une cardiopathie et ce pourcentage peut aller de 1% chez les enfants jusqu'à à peu près 10% au-delà de 70%. Les Holters aussi nous ont permis d'approcher une charge dite physiologique en extrasystole qui se situe aux alentours de moins de 100 EECP par jour avant 50 ans à moins de 200 EST par jour après 50 ans, avec la possibilité de tolérer quelques doublés au-delà de 50 ans. Les circonstances de découverte, comme je l'avais dit, sont très variables. Elles peuvent être découvertes de façon assez fortuite chez des patients complètement asymptomatiques pour lesquels vous êtes sollicité pour bilan d'une apparente bradycardie, que ce soit à la prise de pouls ou sur des oxymètres ou des appareils de tension. Ils peuvent également être retrouvés sur des ECG systématiques faits dans le cadre de bilans pré-anesthésie ou lors d'un bilan d'aptitude physique. Les symptômes aussi peuvent appeler à retrouver ces extrasystoles. Ils peuvent aussi apparaître dans le suivi habituel d'une cardiopathie déjà existante ou révéler l'existence d'une dysfonction ventriculaire gauche jusque-là non connue. L'anamnèse et l'examen clinique rechercheront les signes physiques et fonctionnels et physiques en lien avec une éventuelle cardiopathie et la notion de cardiopathie ou de mort subite dans la famille. Pour approcher la physiopathologie des symptômes ou des circonstances de découverte des extrasystoles, je vous ai choisi cet électrocardiogramme digiminé en extrasystolie ventriculaire gauche et vous voyez que la fréquence cardiaque affichée par l'électrocardiogramme est aux alentours de 60 battements par minute, mais sur une baie d'hémodynamique, vu l'inefficacité des extrasystoles, la fréquence cardiaque n'est que de 30 battements par minute. C'est pour cela que vous pouvez, dans pas mal de circonstances, être appelé au chevet de patient dans l'étage parce que le multiparamètre, le dynamap, affiche une alarme que le patient est bradycarde. Les patients peuvent ressentir les extrasystoles en elles-mêmes sous forme de battements surajoutés ou ressentir la pause qui les suit, la pause compensatrice sous forme de raté. Si on s'intéresse à ce qui se passe sur le Doppler de la voie de chasse ventriculaire gauche, on voit bien que l'extrasystole ventriculaire n'est pas accompagné d'aucun flux d'éjection aortique et on l'imagine bien chez des patients souvent bigéminés ou trigéminiques qui peuvent ressentir des signes disparates à type d'asthénie, fatigue ou intolérance à l'effort. Quand les extrasystoles surviennent sur des formes répétitives,
Les patients peuvent ressentir des palpitations soutenues, des lipothémies, voire des syncopes. L'électrocardiogramme permettra facilement de différencier deux types d'extrasystoles. Des extrasystoles fines, très amples, à bord régulier survenant sur cœur sain, qu'on peut facilement différencier de l'autre type d'extrasystoles qui sont très peu voltées, polyphasiques, écrasées et qu'on peut facilement définir de moches. Je reviens sur des notions de base d'électrocardiogramme. Une ESV avec un aspect de retard à gauche provient du ventricule droit et inversement. Une concordance précordiale positive et en faveur d'une origine basale, alors qu'une concordance négative suggère une origine apicale. L'axe inférieur indique une origine supérieure de la base du cœur. Sur les complexes sinusaux, on recherchera des signes en faveur d'une cardiopathie, une séquelle d'IDM, une hypertrophie ventriculaire gauche, des ondes de pseudonécrose d'une cardiopathie hypertrophique, des ondes de T dans le précordium droit ou une onde de epsilon rentrant dans le cadre d'une DVDA. Un syndrome de Brugada ou une repolarisation précoce. Je vous ai choisi cet électrocardiogramme où on retrouve une première morphologie d'extrasystole avec un axe inférieur et un retard à gauche venant très probablement de la chambre de chasse ventriculaire droite, à laquelle se rajoute une deuxième morphologie, toujours retard gauche, mais cette fois-ci l'axe est différent et l'extrasystole fuit la paroi inférieure et c'est une localisation très probablement dans la paroi inférieure du ventricule gauche. Une troisième morphologie qui est un peu intermédiaire entre les deux, avec toujours le retard gauche et une localisation très probablement péritricuspidienne. Ces trois morphologies du ventricule droit chez un patient qui présente des ondes de T négatives dans le précordium droit, en dehors de tout retard intraventriculaire droit, signera facilement le diagnostic de DVDA. L'échocardiographie transthoracique est un temps essentiel. Elle recherchera l'existence d'une cardiopathie, que ce soit valvulaire, hypertrophique ou dilatée. Elle évaluera la fonction ventriculaire gauche et on prêtera toujours une attention particulière à l'analyse du ventricule droit en cas de SV de type retard gauche dans la hantise d'une atteinte dysplasique du ventricule droit. Le Holter-OCG fait partie intégrante du bilan de première intention. Il permettra la quantification sur les 24 heures, de dénombrer les morphologies, rechercher les formes répétitives et étudier le couplage. Il étudiera la répartition sur le nictinaire, d'où plusieurs profils de patients vont se dévoiler, ce qui permettra de guider les choix thérapeutiques et on pourra facilement différencier des patients avec une prédominance diurne dont les extrasystoles sont aggravés par le stress et l'effort, chez qui les bêta-bloquants seront efficaces, d'autres patients où les extrasystoles vont prédominer en période vagale et qui seront plutôt aggravés par les bêta-bloquants et chez qui on choisira d'autres antiarythmiques. Le Holter rythmique évaluera toujours l'efficacité d'une approche thérapeutique, que ce soit antiarythmique ou ablatif, en évaluant la charge résiduelle. Le Holter ECG, sur le Holter ECG, au-delà de 10 extrasystoles ventriculaires par heure, on parle d'une extrasystolie significative qui requiert un bilan minimal. Et de façon un peu schématique, on peut définir une extrasystole comme minime avec une charge inférieure à 5% des battements de 24 heures, modérée entre 5 et 10% et importante au-delà de 10% des battements de 24 heures. Il faut toujours noter la grande variabilité de la charge extrasystolique d'un jour à l'autre, d'où la nécessité d'étendre les durées des enregistrements et de les répéter chez les patients symptomatiques en cas d'un premier Holter non concluant. Je vous ai trouvé là l'exemple d'un premier patient à qui on branche un Holter, beaucoup d'extrasystoles en période diurne, en période nocturne, il n'y a pas d'extrasystole et au réveil, une réaccélération de la fréquence cardiaque avec réapparition des extrasystoles qui contraste complètement avec ce patient
chez qui on retrouve une répartition complètement ubiquitaire des extrasystoles sur les 24 heures. On peut facilement dire que ce patient est souvent bigéminé. L'épreuve d'effort permet souvent d'avoir la morphologie en 12D si ce n'est pas le cas lors de la consultation, vu que le patient est monitoré plus longtemps. Une augmentation des extrasystoles avec l'effort est plutôt en faveur d'une cardiopathie sous-jacente, d'autant plus qu'il existe des formes répétitives ou un polymorphisme. Et la suppression par l'effort est plutôt en faveur de la dignité de ces extrasystoles. Sur l'épreuve d'effort, on recherchera des signes d'ischémie myocardique et on prêtera toujours attention à l'existence de plusieurs morphologies chez quelqu'un qui présente des ESV en retard gauche. Je vous rapporte rapidement l'étude de Paris. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est la durée de suivi sur 23 ans et on a retrouvé une corrélation entre l'aggravation des extrasystoles à l'effort et le risque relatif de mortalité cardiovasculaire sur un suivi qui est assez conséquent de 23 ans. Deux exemples de comportement des extrasystoles à l'effort. À ma gauche, un premier patient de 30 ans, cœur sain. On part d'un électrocardiogramme bigéminé. La fréquence cardiaque s'accélère. Au deuxième palier, disparition complète des extrasystoles qui contraste avec le patient de droite qui a 50 ans. Sur le premier palier, alors que la fréquence cardiaque ne s'est même pas encore suffisamment accélérée, on voit apparaître un triplé avec deux morphologies et surtout, surtout ce qui marque, c'est l'existence des signes de souffrance myocardique sur l'élévation latérale, ce qui a révélé une cardiopathie ischémique. Pour synthétiser au bout du premier bilan minimal, on dira que les extrasystoles plutôt bénignes surviennent sur un cœur sain. Ils sont amples, pointus, monophasiques avec un retard gauche et un axe vertical. Ils sont monomorphes, ils ne sont pas répétitifs avec un couplage qui est long, assez fixe sur le nectimaire. Ils sont plutôt rares et sans corrélation à l'effort. Les extrasystoles plutôt malignes surviennent sur cardiopathie, sont larges, écrasés et crochetés, avec plusieurs morphologies, un couplage court. Ils sont nombreuses et aggravés par l'effort. Le bilan de deuxième intention, il sera guidé par le bilan de première intention. On recherchera une coronarographie devant toute symptomatologie angineuse, devant des troubles de la cinétique secondaire ventriculaire gauche, devant une majoration des extrasystoles à l'effort ou l'apparition de formes polymorphes ou répétitives, devant une épreuve d'effort positif et de façon systématique devant toute dysfonction ventriculaire gauche. La maladie coronaire pourra facilement être écartée chez les patients à risque intermédiaire moyennant un coroscan ont les critères que je viens de citer sans accent. L'IRM cardiaque qui commence à être le gold standard en imagerie cardiaque permettra d'avoir une meilleure évaluation des volumes de la fonction biventriculaire globale et segmentaire et recherchera la présence et la topographie de zones de rehaussement qui constituent le substrat rythmogène et qui permettra d'orienter parfois le diagnostic vers une cardiopathie ischémique ou de séquelles de myocardite ou de VDA et surtout de guider l'approche thérapeutique ablative en favorisant une approche épicardique. Je vous ai mis rapidement ce schéma qui schématise la prédominance de zones de rehaussement en cas de cardiopathie ischémique. Le rehaussement est de nature systématisée en fonction qui suit une répartition artérielle et de répartition transmurale. Il y a d'autres, l'IRM peut nous apprendre beaucoup de choses sur le bilan étiologique, avec une disparition patchy en cas de sarcoïdose, une prédominance sous-endocardique dans les atteintes de cardiopathie dilatée et de séquelles de myocardite. Il faut toujours rechercher un facteur général favorisant ou aggravant d'une extrasystolie, notamment en contexte de stress, de surmenage et de perturbation du rythme circadien, l'abus d'excitants comme alcool, caféine et de boissons énergisantes, une anémie, une hyperthyroïdie ou une hypokaliémie. On est toujours
Confronté à la question « Est-ce qu'il faut faire une exploration électrologique ou une SVP pour stratifier le risque rythmique en cas d'extrasystolie ?» La réponse est non, pas toujours. Le risque rythmique est celui de la cardiopathie sous-jacente. Les ESV, même avec des formes répétitives de TVNS, c'est-à-dire à partir d'un triplié jusqu'à 30 secondes soutenues de TV, ne constituent pas une indication à elle seule pour la cause d'un DAI. En prévention primaire, je rappelle que sur une cardiopathie avec dysfonction ventriculaire gauche, seule la fonction ventriculaire gauche reste un critère établi et solide pour l'implantation d'un DII conformément aux recommandations. On proposera une SVP si chez un patient qui présente des accès de TVNS avec une cicatrice myocardique, une dysfonction modérée entre 35 et 50% pour stratifier le risque. Je vais m'arrêter sur deux entités cliniques d'extrasystole, les ESV bénignes idiopathiques sur cœur 5, qui est la forme la plus répandue des troubles de rythme ventriculaire. L'âge moyen est souvent un adulte jeune, avec une prédominance féminine. On isole trois formes cliniques, les ESV isolés et les TV non soutenus en salle, qu'on appelait les TV de Galavardin, et les TV monomorphes soutenus. Les symptômes sont classiques, palpitations, lipothémie, voire des syncopes en cas de TV soutenu. Elles sont exacerbées par le stress et les excitants, avec un bilan morphologique négatif. Voilà le tracé typique d'une tachycardie soutenue sur cœur sain. Retard gauche, axe inférieur, positif dans les dérivations inférieures, aucune onde de S en D1, avec une transition qui se fait au-delà de V3, qui signe la localisation de la chambre de chasse ventriculaire droite. Une autre forme, une TV de Galavardin, avec des accès non soutenus de TV, entrecoupés de quelques battements sous-usage, mais ce qui est toujours constant, c'est la morphologie de SV fine, ample dans les dérivations inférieures. C'est une pathologie après l'éminence diurne. On voit l'alternance entre une importante charge extrasystolique en période d'éveil qui disparaît quasiment en période de repos. L'autre entité sur laquelle je veux bien m'arrêter, c'est la cardiomyopathie rythmique. On a constaté que chez certains patients, il existe une corrélation inverse entre la charge en extrasystole et les indices de performance ventriculaire gauche, et ce pourcentage peut aller jusqu'à 7% des patients avec des ESV fréquentes. Et on se retrouve fréquemment dans la situation qui donne quoi? Est-ce que les extrasystoles sont le reflet d'une cardiopathie déjà existence, ou c'est eux qui ont fini par dégrader la fonction ventriculaire gauche? La réponse nous viendra après un bilan qui va chercher à innocenter les coronaires et évaluer le substrat par une IRM. Mais c'est surtout la réversibilité de la dysfonction ventriculaire gauche après la suppression des extrasystoles ventriculaires qui signera le diagnostic. D'où la nécessité de ressortir des critères prédictifs d'une évolution vers une cardiopathie rythmique en présence d'une extrasystolie ventriculaire gauche et un cœur initialement sain. La réponse nous viendra de certains travaux. Je vous ai choisi celui de Baman de 2010 sur une cohorte de 170 patients référés pour une ablation d'extrasystole. On a isolé les 57 patients qui avaient une dysfonction ventriculaire gauche au moment du diagnostic. Ces patients ont été traités par ablation et on a pu déterminer avec une bonne spécificité et sensibilité un cutoff de 24% de charge extrasystolique pour définir les patients qui évolueront vers une dysfonction ventriculaire gauche. Cette étude nous apprend autre chose, c'est qu'il y a très peu de patients avec une charge inférieure à 10% ou une dysfonction ventriculaire gauche. Il existe aussi également une autre population ici représentée dans ce cadran avec une importante charge extrasystolique et une fonction ventriculaire gauche. Il y a des questions, en cas de patients asymptomatiques, il y a des questions qui se posent sur la nécessité ou pas des traités et s'il faut suivre à quel rythme. L'IRA a proposé des critères
pour définir la tachycardiomyopathie rythmique, qui est aussi superposable aux tachycardies supraventriculaires. Généralement, c'est un diagnostic d'exclusion après avoir éliminé une cardiopathie ischémico-valvulaire. C'est généralement des petits ventricules, pas trop dilatés, globalement hypopénitiques, avec une importante dysfonction ventriculaire au gauche. Mais c'est surtout la récupération de la fonction systolique après suppression de l'arythmie et la réapparition de la dysfonction ventriculaire au gauche à la rechute d'arythmie. Quelques critères pourvoyeurs de dysfonction ventriculaire gauche, c'est surtout la charge en extrasystole supérieure à 10 000 extrasystoles par 24 heures, ou 24% des battements de 24 heures. C'est généralement des extrasystoles larges, interpolées avec une onde rétrograde et de localisation épicardique. On arrive au traitement. Il faut traiter surtout des patients symptomatiques, indépendamment de la charge en extrasystole, et des patients avec une dysfonction ventriculaire au gauche. Il faut également traiter des patients avec des ESV entravant une resynchronisation optimale chez des patients porteurs de défibrillateurs ou de pacemaker triple chambre qui ne répondent pas à la resynchronisation. On recheck les mémoires, il n'y a pas de FA, la capture VG est permanente et constante, et on est parfois amené à leur mettre des haltères alors qu'ils ont déjà une prothèse intracardiaque dotée de mémoire. On se rend compte qu'ils font des extrasystoles, pas de façon soutenue pour qu'ils soient enregistrés sur les mémoires du défibrillateur, mais sur les haltères, on finit par les retrouver. Ces patients sont des très bons candidats. Il faut les traiter, mais c'est des patients qui sont également très bons candidats à une ablation. J'ai mis en gris des patients asymptomatiques avec une bonne fonction ventriculaire gauche, une importante charge en ESV, mais le cutoff reste à définir. Il y a des travaux qui parlent de 10%, il y a même des auteurs qui traitent à partir des centres qui traitent à partir de 10% de charge en extrasystole. Il y a d'autres patients qui n'ont besoin juste d'être rassurés et surveillés. C'est des patients asymptomatiques avec des ESV sur cœur sain, sans aucune dysfonction ventriculaire gauche, avec une charge en ESV minime à modérée. Les objectifs de traitement, c'est surtout améliorer les symptômes et stopper la dégradation de ventricule gauche, voire espérer une récupération. L'objectif est de diminuer la charge en extrasystole au-dessous de 10% ou la diminution de 50% si la charge initiale est inférieure à 10%. Il faut adapter le traitement au profil de fonction cardiaque du patient et en fonction de la cardiopathie sous-jacente s'il existe. Il faut bien sûr éviter l'iatrogénie et je sous-entends l'effet pro-arythmogène des anti-arythmiques et surtout les complications d'une éventuelle ablation. Les moyens, ça passe par la prise en charge de la cardiopathie sous-jacente. Il faut corriger un facteur favorisant. Les bêta-bloquants restent le traitement de choix pour les ESV en période diurne aggravée par l'éveil et le contexte adrénergique. Chez les patients avec des ESV en période vagale, il faut éviter de leur mettre des bêta-bloquants. Il faut privilégier des anti-arythmiques de classe 1C, notamment la flécaïne. En cas de dysfonction ventriculaire gauche, si on opte pour une approche médicamenteuse, l'amiodarone reste le traitement de choix, plus ou moins les bêta-bloquants de l'insuffisance cardiaque, mais on connaît tous les effets secondaires de cette molécule qui sont corrélés à la durée d'exposition. Ça ouvre la parenthèse aux thérapeutiques non médicamenteuses. On peut facilement proposer une ablation pour des patients qui ont des ESV symptomatiques sur votre sein, plutôt des ESV de la chambre de chasse ventriculaire droite, vu la facilité d'accès et la faible morbidité du geste. Moins fréquemment pour des localisations gaucho-épicardiques. Il faut bien sûr que ces extrasystoles résistent au traitement médical avant de leur proposer cette approche invasive. La cardiomyopathie rythmique induite par les ESV est également une indication de choix. Plus rarement, mais ça reste l'essor de centres spécialisés, les ESV manie initiative de fibrillation ventriculaire, et bien sûr, comme je l'avais dit, tout ESV gênant une resynchronisation optimale chez les patients optimisés en bêta-bloquants. Juste une iconographie
pour vous schématiser comment ça se passe, mais ma collègue, je pense que ça fera l'objectif du topo suivant. On monte des cathéters de cartographie et on reconstitue l'anatomie ici du ventricule droit avec la valve tricuspide, la valve pulmonaire, la chambre d'admission et la chambre de chasse. Et le rouge, c'est toujours précoce sur une carte d'activation en cartographie. On voit bien que l'extrasystole clinique qui est mappé sur tout le battement, c'est un retard gauche avec un axe inférieur qui vient de la chambre de chasse ventriculaire droite. Quelques tirs de radiofréquence en suffit pour arrêter, pour faire disparaître ces extrasystoles. En guise de conclusion, je rappelle que c'est une pathologie fréquente pour laquelle vous êtes fréquemment sollicité. Il faut toujours rechercher une cardiopathie sous-jacente et surtout évaluer le caractère symptomatique des patients, quantifier les extrasystoles et adapter le traitement au profil du patient, au profil de fréquence cardiaque du patient. L'ablation reste à proposer si dysfonction ventriculaire gauche ou traitement médical inefficace ou mal toléré par le patient. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sergei, pour cette belle présentation. Je me permets de te tutoyer parce que peut-être que je te connais, parce que la plupart des gens qui sont avec nous, c'est Karim, on a beaucoup d'éléments communs. On a fait le lycée dans la même ville. On a été tous les deux à Limoges. Et c'est un garçon, je dirais, que j'apprécie beaucoup par sa gentillesse, sa disponibilité, son sérieux dans le travail. Je te remercie. Ta présentation n'est que le reflet de ta personnalité et de ton sérieux dans le travail. Et on laissera les questions comme convenu pour la fin des deux présentations.